Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. La crise du Covid, la défaite électorale de Donald Trump en 2020 ou plus récemment l'obligation de l'EVRAS en 6e primaire et 4e secondaire, voici autant de sujets sur lesquels de nombreuses fake news ont circulé sur les réseaux sociaux, avec des conséquences parfois dramatiques. D'où viennent ces fake news? Qui a intérêt à les propager? Sommes-nous toutes et tous susceptibles de nous faire manipuler? Et comment lutter? Voici autant de questions que l'on va se poser ce soir dans notre émission. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Et on va décortiquer la construction des fake news et les mécanismes à mettre en place via l'enseignement, notamment pour y faire face, avec nos deux invités. Déjà, bonsoir à tous les deux. François Debras, vous êtes docteur en sciences politiques et sociales, professeur associé à l'Université de Liège et maître assistant à la Haute École Libre Mozane. Et vous venez de publier aux éditions Espace de Liberté Fake News, désinformation, un enjeu démocratique. Et à vos côtés, Marc Romainville, professeur de pédagogie à l'Université de Namur. Vous êtes également l'un des grands artisans du Pacte pour un enseignement d'excellence. Et vous avez publié il y a quelques mois à l'École du doute, Apprendre à penser juste en découvrant pourquoi l'on pense faux. Un livre qui donne notamment des outils aux enseignants pour former à l'esprit critique et c'est publié aux Presses universitaires de France. Alors, François Debras, dans votre livre, vous définissez en fait ce qu'est une fake news et en quoi elle se distingue notamment d'une false news. Alors, c'est beaucoup de termes anglais, donc on va peut-être un peu expliquer ce que c'est justement fake news, false news. Oui, donc les fake news, ça recouvre un ensemble d'acteurs, de contenus et de techniques qui sont multiples et variés. On entend souvent parler des trolls, des haters, des bots, des rumeurs, des complots, des hoax. C'est tout un ensemble de termes comme ça qui gravitent autour du concept de fake news. Alors, comme vous l'avez dit, la langue anglaise distingue d'un côté les false news des fake news. Une false news, c'est plutôt une erreur ou une approximation que chacun peut faire au quotidien, soit un journaliste, soit une personnalité politique, soit une citoyenne ou un citoyen. C'est plutôt de la mésinformation. On se trompe, on a une erreur quand on lit une certaine information. À l'inverse, les fake news, ce sont des informations fabriquées de toutes pièces qui visent à tromper le récepteur du message. Ça renvoie donc plutôt à la désinformation. Et quand on parle de fake news, on est confronté à des outils donc de manipulation. Alors, j'ai cité en introduction de la crise du Covid, récemment l'EVRAS, mais on voit aussi que surtout les conflits israélo-palestiniens, la guerre en Ukraine, c'est des contextes de crise qui sont propices à la propagation de désinformation. Alors, la désinformation, elle a toujours existé. À travers l'histoire de l'humanité, on a observé des phénomènes de désinformation déjà au Moyen-Âge, à la Renaissance, durant l'Antiquité. La petite différence, entre guillemets, la grande différence que l'on pourrait dire, c'est que les réseaux sociaux et l'ère du numérique a accéléré et a augmenté le nombre de personnes qui sont confrontées aux fake news et à la désinformation. Alors, les crises, oui, en fait, une fake news s'inscrit dans un contexte qui va être particulier et va jouer sur l'actualité. En période de crise économique, les fake news vont essentiellement toucher le domaine des banques, le domaine financier. En période de crise qui peut être militaire ou en cas de guerre, les fake news vont toucher ces types de contenu, puisque ça peut être aussi des outils ou des armes d'influence ou de manipulation de l'opinion publique. Maintenant, j'aimerais bien souligner aussi le fait que les crises, elles sont jamais neutres. Les crises aussi, elles sont parfois créées et produites par certains acteurs. Une crise, c'est une situation, mais c'est aussi un type de discours particulier. Certaines personnes vont mobiliser la notion de crise dans leur discours pour justement créer un sentiment de peur, un sentiment d'inquiétude, et lorsqu'on est confronté à une situation qui nous touche, qui nous blesse, on est plus susceptible aussi d'être confronté à des fake news par la suite. Oui, on va en parler, mais c'est vrai que Marc Romainville, vous le dites aussi, vous, dans votre livre, toutes les fausses informations, les théories du complot, elles n'ont pas attendu l'arrivée d'Internet, ça a toujours existé. Et en même temps, vous accusez quand même Internet d'être un incubateur d'une pensée flasque. C'est quand même, vous êtes quand même très critique par rapport à Internet, du coup. Oui, en fait, moi, j'ai pris un point de vue qui est un peu complémentaire, qui est celui de mieux comprendre pourquoi, d'un point de vue de la psychologie cognitive, les personnes qui surfent sur Internet ou qui déposent des choses sur Internet, pourquoi est-ce qu'ils sont si crédules, en fait? C'est ça la question un peu centrale, c'est pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ils semblent moins faire preuve d'esprit critique, à la limite, que ce qu'ils pourraient faire dans la vie de tous les jours. Et là, c'est vrai qu'il y a des études qui montrent qu'un certain nombre de caractéristiques même du média, Internet, alors la masse
de données invraisemblables qu'il est impossible en fait de traiter sérieusement, la vitesse de circulation, une certaine forme aussi d'horizontalité qui est revendiquée, hein, c'est-à-dire qu'on dit, et ça a été une promesse d'Internet, d'ailleurs chacun peut s'exprimer, donc ça veut dire que chacun peut aussi déposer de la désinformation, des théories farfelues, etc. Les algorithmes, par exemple, qui vous enferment dans ce qu'on appelle des bulles informationnelles, hein, donc ils repèrent un peu les sites que vous allez consulter, par exemple des sites complotistes, hein, qui remettent en cause tel ou tel phénomène et qui vont vous servir la soupe, parce qu'ils vont vous mettre en contact avec des informations qui vont dans le même sens que vous. Donc, qui confirment déjà notre pensée de départ, quoi. Exactement, et ce qui va enclencher chez vous ce qu'on appelle le biais de confirmation. On est déjà en soi à la recherche. C'est assez logique et c'est assez naturel d'informations qui vont plutôt dans le sens de ce qu'on pensait antérieurement pour des questions de réassurance, etc., etc. Et donc tout ça fait que Internet va, je dirais, caresser dans le sens du poil notre système 1 de pensée, qui est un système assez intuitif, assez automatisé, assez heuristique, assez sauvage, et qui vont en définitive nous faire relativement mal penser, particulièrement sur Internet quand même. Mais vous avez déjà cité, hein, vous dites qu'il y a des biais cognitifs, c'est-à-dire qu'on est toutes et tous susceptibles en fait d'être manipulés, de croire en des choses qui sont fausses. Voilà, est-ce qu'on est tous susceptibles d'être touchés ? Je pense que oui. Si je prends un exemple, les fameuses théories du complot. En fait, pourquoi est-ce qu'elles nous attirent ? Elles nous attirent pour toute une série de choses. Par exemple, elles nous attirent parce que nous avons une tendance générale de tout être humain à essayer de trouver une explication non observable derrière un certain nombre de phénomènes observables. En soi, d'ailleurs, je ferai remarquer que il n'y a pas une si grosse différence avec la curiosité intellectuelle, voire avec la recherche scientifique. L'idée de dire c'est bizarre cette histoire, je vais essayer de trouver ce qu'il y a là-bas derrière, somme toute, c'est un réflexe relativement positif. On est tous aussi intéressés par avoir des explications relativement cohérentes. Donc, à la limite, si le Covid est effectivement le résultat d'un accident de l'histoire, c'est un virus qui est sorti par accident d'un laboratoire chinois, ça veut dire que le monde est un chaos, que tout peut y arriver. Si on dit, mais non, on a trouvé, et c'est Bill Gates qui a organisé toute l'affaire dans une perspective tout à fait rationnelle de nous injecter une puce électronique 5G à l'occasion de la vaccination, au moins on a l'impression que le monde est organisé. Et donc en fait, tous ces biais cognitifs et émotionnels vont faire qu'on est, en tout cas, sensible à toute une série de fausses informations, de théories du complot. Et alors, j'aimerais bien insister sur un élément qui me semble essentiel d'un point de vue éducatif. Il est donc important de montrer aux élèves que c'est assez normal, entre guillemets, que c'est quasiment consubstantiel aux caractéristiques même de la pensée humaine. Et c'est ce que j'essaye de faire dans le livre, c'est de montrer qu'on aura intérêt à expliquer aux élèves pourquoi ils sont sensibles avant de leur dire qu'ils ne devraient pas l'être, en gros. Oui, c'est ça, juste ne pas leur dire, voilà, vous n'avez rien compris et vous êtes stupide parce que vous croyez ce qui est dit sur Internet. C'est expliquer pourquoi. Exactement. C'est pas la bonne manière de penser. Mais on va revenir là-dessus sur les manières de lutter, notamment via l'enseignement. Mais je me tourne vers vous aussi, François Debras, parce que c'est vrai que dans le livre, vous décrivez aussi ces biais cognitifs avec des exemples assez concrets, notamment la crise du Covid, notamment Donald Trump. On est vraiment là dans des cas assez symptomatiques, finalement, de cette propagation des fake news. Oui, bien sûr, on a parlé du biais de confirmation. Un autre que j'aime beaucoup et qu'on applique tous au quotidien, c'est ce qu'on appelle aussi le biais d'intentionnalité. C'est-à-dire quand une situation se produit, quand un drame apparaît, on va toujours responsabiliser une personne particulière. C'est la logique de bouc émissaire. On va renvoyer la faute vers quelqu'un d'autre. Et alors, comme on le disait il y a un instant, on le fait tous au quotidien. Nous-mêmes, nos enfants, nos petits-enfants. Quand on rate une interro de maths, c'est pas qu'on a mal étudié, c'est le prof qui est vache. Ici, c'est la même situation. Dans les théories du complot, on utilise cette logique de bouc émissaire pour responsabiliser un individu, pour le désigner comme un coupable. Le cerveau humain, tous, au quotidien, notre façon de comprendre la réalité, de voir le monde, on n'aime pas être confronté au hasard. On n'aime pas se dire, je peux monter dans un avion et peut-être que, par malchance, il peut se cracher et on peut mourir. Mais on aime bien, justement, pour se rassurer, pour essayer de comprendre et de s'inscrire dans le monde, pour avoir une pensée structurée et complète du monde qui nous entoure, on va trouver des coupables.
Et les théories du complot surexploitent les fake news aussi, surexploitent ces biais d'intentionnalité et les tirent à leur extrême où, pour toute crise, pour toute situation dramatique, il y a toujours un coupable derrière que l'on peut trouver et que l'on peut désigner. Et avec les fake news, une fois que l'on désigne quelqu'un, à l'inverse, on présente un sauveur aussi de l'autre côté. Et on se jette dans les bras d'une personne qui peut nous manipuler, propager une idéologie particulière, nous faire acheter un bouquin, nous faire autre que les nôtres. Oui, c'est ça, parce que du coup, c'est traître un peu ce que vous dites. Enfin, c'est à double tranchant. Mais du coup, vu que c'est à double tranchant, j'ai envie de rebondir sur quelque chose que vous dites, Marc Romainville, c'est qu'à un moment, il faut aussi éviter que les jeunes, les élèves, par exemple, commencent à douter de tout le temps. Parce que là, c'est peut-être... ici, pourquoi ne pas douter de ce que vous me dites, finalement, ou pourquoi ne pas douter de ce que le professeur va dire. Alors ça, c'est la raison pour laquelle j'ai ajouté... après un certain nombre de discussions, notamment avec Gérald Bronner, l'idée de doute raisonnable. Parce qu'un enfant, quand il se construit, il a besoin aussi d'un socle de certitude quand même. Sinon, la vie devient vite impossible si vous commencez à douter. Si je commence à douter de vos questions ou de l'intention qui se cache derrière vos questions, ça va pas avancer. Donc, il faut assurer un espèce de socle de certitude de base et puis apprendre aux enfants aussi et aux jeunes à repérer les situations dans lesquelles, quelque part, ils ont de solides raisons de douter. Voyez, et ça c'est un apprentissage qui, pour moi, est essentiel, de distinguer les sources d'informations. Bien sûr, il y a des sources quand même qui sont plus fiables que d'autres. La nature de raisonnement qu'on me propose, le type d'argument ou de procédé argumentatif, etc., qui, à un moment donné, déclenche chez moi ce qu'on appelle en psychologie un système de vigilance cognitive, où on dit là il y a quand même quelque chose d'un peu bizarre, ça c'est le doute, et puis après qui prie notre système 2 de pensée, qui lui est beaucoup plus rationnel et beaucoup plus logico-mathématique, de passer au crible de la critique, l'élément vis-à-vis duquel on a des doutes. Mais cet élément ne peut pas être tous les éléments de la vie quotidienne ou de la vie informationnelle, on ne s'en sortirait pas. Et donc il y a un apprentissage tout à fait crucial de réfléchir avec les enfants et les jeunes au moment ou au type de discours vis-à-vis desquels ils ont effectivement intérêt à enclencher le doute. Quand vous trouvez sur Internet des phrases typiques du genre « hasard », point d'interrogation. Je ne pense pas. Je Coïncidence. Ne pense pas. Coïncidence. Tout le monde peut penser que. Il faut vraiment être idiot pour ne pas voir que, etc. Ce sont ce qu'un chercheur appelle des moisissures intellectuelles. Ça sent quand même un peu le moisi, cette affaire-là, et ça veut dire qu'à un moment, vous devez enclencher ce système de vigilance. Oui, parce qu'il y a effectivement, François Debray, il y a des techniques d'argumentation, et ça en fait partie aussi, qui sont utilisées pour propager ces fake news. Oui, il y a différentes techniques qui peuvent exister, et différentes techniques qui sont vieilles comme le monde, de manipulation aussi d'une personne ou d'un groupe. On parle de la technique du leurre, de susciter l'engagement. Plus on est engagé dans une situation, plus on va s'accrocher à cette situation. C'est toutes les techniques du « je vous demande de liker un post, puis de partager, puis de vous abonner, puis après envoyer 1 euro, puis 2 euros, puis après manifester ». Et en fait, vous avez passé tellement de temps dans une croyance que ça va vous demander une énergie folle d'en sortir. Donc vous préférez vous dire « j'ai pas fait tout ça pour rien. C'était impossible que tout le travail que j'ai mis en place soit pour du faux ou soit pour une arnaque. » Et donc vous vous renforcez dans vos croyances, etc. Les sentiments de liberté, plus vous vous sentez libre, plus vous avez l'impression que les choix viennent de vous. Mais derrière, on peut jouer sur différents éléments, le pathos, l'éthos, le logos, pour influencer une réaction aussi de la part des personnes. On le voit avec différentes techniques et on peut revenir sur les réseaux sociaux, ces sentiments de proximité. On aime bien les réseaux sociaux, pourquoi ? Parce que soi-disant, ce sont des amis qui nous parlent. Ce n'est plus un journaliste ou un scientifique lointain, mais c'est un ami. On a l'impression qu'il partage notre quotidien, qu'il partage nos croyances, notre mode de consommation, nos modes de réflexion. Et donc, on a une tendance à attribuer plus de crédibilité à ce type de personnes qu'à d'autres personnes. Oui, mais alors du coup, qui a intérêt à propager des fake news ? Qui tire avantage finalement de ces fake news ? Alors il y a différents types de personnes qui peuvent propager des fake news. Il y a des personnes qui peuvent propager des fake news pour simplement détourner en fait les flux des consommateurs et des consommatrices sur les réseaux sociaux vers des sites internet. Ça va maximiser en fait les flux sur ces sites internet, créer des revenus dus à la publicité et ça peut être une source de revenus. Là on est dans des intérêts purement économiques. Maintenant, ça peut être des intérêts... Par exemple, effectivement, par exemple, sur le cas de l'Evras, parce qu'il y a eu beaucoup de fake news autour de l'éducation de la vie relationnelle, affective et sexuelle
donc le décret qui est passé en Belgique. Et là, il y a par exemple des revues qui ont lancé des appels à financement autour de cette thématique-là, par exemple. Oui, c'est pas neutre. Certaines revues ont fait des récoltes de plus de 30 000 €, par exemple, de personnes qui donnent pour la vérité, pour la recherche, pour une alternative, etc. Et finalement, on va s'enrichir sur le dos de certaines croyances. En dehors de ces aspects économiques, il y a des aspects politiques aussi. Il y a différentes personnalités politiques qui vont jouer sur les fake news, qui peuvent contacter des entreprises particulières et qui vont propager des fake news sur des opposants politiques, sur des journalistes, etc. pour en fait soit nier leur défaite électorale, soit pour avoir un mouvement d'adhésion à leur parti, soit pour maximiser leur audience dans certains types de publics, soit pour donner une impression de visibilité. Et donc, si on a l'impression qu'on est soutenu par énormément de personnes, d'autres vont se dire « Ah, je suis pas tout seul à le penser. Peut-être que moi aussi, je peux rejoindre ce mouvement. » Et donc, on peut gonfler comme ça des résultats. Oui, Après, typiquement, par exemple, Donald Trump, la défaite de Donald Trump, on a eu ce phénomène-là, par exemple. Oui. Et alors, par rapport à Donald Trump, on peut aussi citer un de ses anciens bras droits, qui est Steve Bannon en 2018. Lui, son objectif, c'est pas tant d'apporter une réponse alternative, on est plutôt dans une vision, ce qu'on appelle le confucianisme. C'est-à-dire qu'il faut répandre énormément d'informations de peu de qualité à énormément de personnes. Et quand on est confronté à absolument tout et son contraire au quotidien, on est complètement perdu. On ne sait plus ce qui est vrai, on ne sait plus ce qui est faux. Finalement, tout se vaut. Et quand tout se vaut, il n'y a plus de réalité, il y a des réalités. Et là, alors, on peut réinvestir un champ idéologique et créer de l'adhésion auprès de certaines personnes. Donc, il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts politiques, il y a des intérêts parfois identitaires aussi. À travers les théories du complot, on crée un sentiment de communauté, un sentiment de groupe, on crée un sentiment d'appartenance. Et donc, ça nous donne une visibilité, ça nous donne un sens, ça nous donne un projet d'action individuelle et également collectif, dont parfois on a l'impression qu'on est un petit peu en manque. On ne va pas revenir sur les sentiments de perte de confiance dans les organisations collectives, etc. Mais les théories du complot jouent aussi là-dedans, dans ce sentiment d'appartenance, ce sentiment identitaire qui est très fort. Mais du coup, Marc Romainville, face à tout ça, et c'est vrai que ça fait parfois un peu peur de se dire ces informations qui se propagent avec toute une série d'intérêts derrière. Mais vous, ce que vous proposez ici dans le livre À l'école du doute, et je vais lire du coup le sous-titre, c'est « Apprendre à penser juste en découvrant pourquoi l'on pense faux ». Et donc ça, c'est vraiment votre idée et un peu l'outil pédagogique que vous proposez dans ce livre, c'est de dire, en fait, il faut apprendre aux élèves et expliquer les raisons et vraiment ne pas leur dire, on l'a déjà dit, voilà, vous êtes stupide, vous croyez des stupidités sur Internet, mais essayer d'expliquer ce qui se cache derrière. C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc, c'est d'ailleurs pas une idée de moi. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est Gérald Bronner qui a travaillé tout un temps sur les programmes de déradicalisation de personnes radicalisées en prison. Et il s'était aperçu que des discours magistraux, des discours d'imposition avaient peu d'effet. Et que par contre, quand on prenait le temps avec ces personnes-là de déplier les raisons pour lesquelles ils ont été amenés à penser un certain nombre de choses et à leur montrer sur des domaines d'ailleurs dont ils sont les spécialistes. C'est une bonne idée, ça. Ils prenaient des domaines dans lesquels ils avaient des compétences, ils inventaient des fake news, des informations par exemple sur le domaine automobile, etc. Et eux-mêmes alors étaient capables d'un certain regard critique. Et puis ils passaient son temps alors à essayer d'expliquer en fait en gros pourquoi leur cerveau avait été sensible à ce genre de choses. D'où l'idée qu'on pense juste, notamment parce qu'on comprend mieux pourquoi on a pensé faux à un moment donné. Et donc ça implique alors ce qu'on appelle, c'est un peu technique, mais une pédagogie de la métacognition, c'est-à-dire qu'on incite les élèves, déjà tout petits parfois, à réfléchir à pourquoi ils ont réagi de telle ou telle manière, à partir d'exemples très simples. Alors je reprends dans l'ouvrage une célèbre expérience de Piaget. Vous avez 2 collections d'objets, de billes par exemple, une collection où les billes sont espacées plus fortement les unes que les autres. On demande aux enfants quelle est la collection qui comprend le plus de billes et jusqu'à un certain âge, ils vont tous dire la collection d'en bas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont réagi de manière heuristique avec un espèce d'a priori de métaphore générale, longueur égale nombre, qui d'ailleurs souvent dans la vie est vrai. Quand vous approchez d'un péage, la longueur de la file d'attente reflète quand même souvent le nombre de voitures qui va devant vous. Voilà. Et donc on dit aux enfants, donc ce n'est pas grave, simplement vous avez utilisé ce qu'on appelle le système 1 de pensée de Kahneman. Vous avez répondu de manière un peu intuitive et la plupart du temps c'est pas inefficace. Mais là dans ce cas-là, c'est pas tout à fait juste et vous auriez dû
Et c'est pour ça que c'est à l'école du doute. Avoir ce petit doute qui vous aurait fait compter les choses de manière un peu plus systématique. Et on peut prendre tous les exemples à propos de tout ce qui circule sur Internet. On a toujours un peu la même méthodologie. Même chose pour les théories du complot. Donc on a des dispositifs, par exemple, où, alors ça avec les plus grands, avec les enfants du secondaire supérieur, on leur fait créer des parodies de théories du complot. Donc ils étudient comment ça fonctionne et puis on les fait se mettre en quelque sorte dans la tête de complotistes et on leur dit allez-y, poussez jusqu'à un maximum. Par exemple, les chats ne sont pas des chats, ce sont des extraterrestres. Il y a une déguisés en chat qui servent d'ailleurs à propager le Wi-Fi. Vous avez jamais remarqué que vous avez un chat sur vos genoux, votre Wi-Fi est meilleur. Vous avez jamais remarqué que chat est chatté, il y a quand même etc. Et ils sont très très créatifs alors les jeunes. Et ce faisant, si vous voulez, ils comprennent ce qui se passe. C'est par exemple, on sait bien, les complotistes ils utilisent une vieille technique qui est le millefeuille argumentatif. Il n'y a aucun argument qui est très 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 sérieux, mais c'est parce qu'ils les accumulent délicatement, l'air de rien, et en fait ils espèrent que votre cerveau va faire le lien avec tout ça. C'est ce qui se passe souvent malheureusement, c'est que vous-même alors vous faites des confusions, par exemple entre corrélation et causalité. Mais c'est en montrant aux enfants comment ça se passe, alors qu'ils sont eux-mêmes acteurs, dans ce cas-ci, qu'on peut espérer qu'ils aient davantage d'esprit critique. Et aussi se confronter aux autres. Par exemple, vous donnez effectivement beaucoup de cas problèmes, d'exemples qu'on pourrait donner comme ça en classe. Et vous conseillez de les faire en groupe pour que chacun se confronte aussi aux arguments des autres. Et ça fait partie aussi de cette formation à la pensée critique. Alors souvent, ça en psychologie, c'est assez traditionnel, un peu dans tous les domaines. C'est souvent en prenant conscience du point de vue de l'autre que je vais moi-même prendre le mieux conscience de mon propre point de vue. Et dans un petit groupe d'élèves, il peut y avoir d'ailleurs des réponses différentes, il peut y avoir eu des mécanismes qui ont conduit à la réponse qui ont eux-mêmes aussi été différents, et c'est par l'explicitation de ces mécanismes-là qu'on espère une prise de conscience et donc un esprit critique. Il y a une théorie actuelle qui est très forte, c'est ce qu'on appelle l'inoculation, c'est-à-dire qu'on essaye de placer les élèves face à des formes atténuées des informations, assez anecdotiques, assez amusantes, etc., en leur demandant de résister par eux-mêmes à cette désinformation, en espérant que ça agisse un peu comme un vaccin. C'est-à-dire qu'à force d'avoir pris l'habitude de se positionner de manière critique par rapport à un certain nombre de désinformations, ils se repositionneront comme ça aussi, parce qu'on ne sait pas prévoir quelles seront les futures désinformations. Tout est possible, et donc ça ne sert à rien de lutter une à une contre. Il vaut mieux essayer de développer leur immunité cognitive en quelque sorte. C'est un peu curieux, mais ça marche un peu comme ça quand même. François Debras, on le voit, effectivement, au niveau de l'enseignement, il y a clairement un travail à faire et des manières de lutter. Dans le livre, vous parlez de l'enseignement, vous parlez d'éducation aux médias, mais il y a d'autres moyens aussi de lutter. Quels sont-ils ? Oui, il y a bien sûr la responsabilisation des comportements individuels sur les réseaux sociaux. Il faut se poser des questions, il faut se rendre compte qu'on est dans des bulles d'informations particulières, parfois un peu sortir de sa zone de confort, parfois aller chercher d'autres types d'informations et pas uniquement sur les réseaux sociaux. Maintenant, je suis un partisan de l'idée que la solution ne vient pas de l'individu tout seul. Il y a aussi bien sûr, comme vous l'avez dit, l'éducation aux médias qui vise à la fois à accompagner les consommatrices et les consommateurs de contenus multimédia pour comprendre, pour décoder, pour critiquer et pour utiliser les différents types de médias. Après, c'est un travail, comme je le disais, collectif. Il y a également un rôle à jouer de la part des journalistes qui utilisent de plus en plus le fact-checking, c'est-à-dire de vérifier les informations, d'essayer d'avoir une information de qualité, soutenue non pas par des dires de personnes tierces, mais plutôt aller directement aux sources. C'est un nouveau style qui apparaît et qui est de plus en plus présent à la fois dans les médias, à la fois télévisés, mais aussi radio, journaux, papier, etc. Maintenant, il y a différentes limites par rapport au fact-checking. Il ne faut pas sombrer dans cette idée que si on supprime une fake news, en dessous, il n'y a pas des contenus haineux qui vont apparaître, qui vont être repostés, qui vont être véhiculés. Parfois, le contenu il peut être republié une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, parfois sur d'autres sites. Il faut se poser la question aussi de qu'est-ce qu'on fait des personnes qui n'ont plus confiance dans les médias. Parce que si un journaliste
vous dit j'ai les chiffres, c'est du fact-checking, voici les bons chiffres, mais si vous croyez plus les médias, mais vous n'allez pas croire les chiffres non plus. Puis il ne faut pas sombrer dans cette idée du fact-checking et de la recherche absolue de la neutralité. Les journalistes, les politiques, le milieu militant, ils ont différentes idéologies, ils ont différentes visions du monde. Je crois que ces visions du monde, elles sont nécessaires et importantes. Maintenant, il faut savoir qu'elles existent, il faut savoir que chacun a une vision du monde, parle à une certaine posture quand il parle, il faut connaître cette posture pour pouvoir emmagasiner l'information avec la connaissance qu'il y a derrière. Autre avancée, les GAFAM reconnaissent de plus en plus qu'il y a un rôle à jouer par rapport aux fake news et suppriment certains types de contenus, changent leur algorithme. Il y a des réseaux sociaux qui publient par exemple leur algorithme, qui expliquent comment il fonctionne. Il y a un rôle pédagogique aussi derrière. Maintenant, encore une fois, toute solution, il y a aussi ses limites. Et les GAFAM, la limite, c'est comment lutter contre les fake news si derrière on ne change pas structurellement le modèle des GAFAM, qui est finalement, c'est pas de donner la vérité, l'objectif d'un GAFAM. L'objectif d'un GAFAM, c'est gagner de l'argent. Et en gagnant de l'argent, c'est en communiquant le plus possible, en partageant certains types de contenus et en créant des buzz, etc. Donc là aussi, il faut faire attention. Après, il y a différentes législations qui se mettent en place. L'Allemagne a mis en place différentes législations pour lutter contre les fake news. La France aussi. La Belgique, elle a décidé de ne pas se positionner. L'Union européenne produit différents rapports, établit différentes stratégies, se rend compte qu'il y a un problème et qu'il y a des enjeux vraiment importants à ce niveau-là. Et encore une fois, des limites apparaissent. On ne peut pas se hâter non plus de lutter contre toutes les fake news parce que derrière, il y a la liberté d'expression, il y a la liberté des journalistes, il y a le droit à l'opposition et on ne peut pas, au nom des fake news, empêcher toute vision ou toute position contestataire par rapport à une institution, un journal, un politicien, etc., etc. Donc il y a différentes possibilités qui existent. Chacune a ses limites et c'est pour ça qu'il faut qu'elles travaillent toutes et tous ensemble. Oui, je vous entendais réagir, Marc Romary. Non, mais c'est tout à fait juste, mais c'est vrai que toutes les tentatives de législation, d'encadrement, etc., moi je pense qu'il faut les mettre en œuvre, mais dans nos démocraties, elles se heurteront toujours à la liberté d'expression. Donc, ce sera toujours une balance à essayer de respecter. Ça veut dire que pour moi, la voie quand même la plus prometteuse est bien ce que Gérald Bronner appelle l'éducation des esprits. Parce que ça, c'est le rôle de l'école. et je crois qu'il vaut mieux parier sur le développement et l'éducation des esprits à affronter un monde informatique et numérique un peu dérégulé, que de croire que la solution sera dans la régulation stricte de ce monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que ça, c'est un peu illusoire. On sait bien que dans l'histoire de l'humanité, toutes les technologies, vous savez, quand la télévision est née, l'école a dit « Oh là là, surtout pas la télévision à l'école ». Bon, quand le téléphone portable est arrivé, on a dit « Oh là là, on va les interdire à l'entrée ». En réalité, l'histoire montre qu'elles finissent toujours par arriver et qu'il vaut mieux éduquer à un usage critique et raisonnable de l'outil que vraiment essayer de le juguler à toute force. Oui. Et alors du coup, j'ai peut-être une toute dernière question, François Debras, c'est que je le citais en entrée d'émission, on l'a vu avec le cas de Trump et sa défaite électorale qui a quand même entraîné l'envahissement du Capitole et des morts, et enfin je veux dire, ça a quand même été quelque chose d'assez dramatique pour l'état de droit aux États-Unis. On a aujourd'hui avec l'EVRAS des écoles qui ont été brûlées parce que l'EVRAS avait été mis en place. Donc on a des vrais dangers pour la démocratie si on laisse ces fake news se propager. Oui, bien sûr, les fake news, elles sont dangereuses pour la démocratie à différents niveaux. Elles sont dangereuses au niveau institutionnel, au niveau sociétal et au niveau des outils démocratiques. Elles sont dangereuses au niveau institutionnel au sens où si tous les jours sur notre fil d'actualité on lit que le pouvoir n'est pas là où il est, que tous les politiciens sont corrompus, qu'ils sont tous pourris, qu'ils sont à la solde des puissants, etc., à quoi bon respecter les institutions, à quoi bon respecter les lois qu'elles promulguent, à quoi bon s'inscrire dans ces institutions politiques et à quoi bon finalement aller voter. Donc ça érode bien sûr la confiance de tout un ensemble d'acteurs, les politiciens, les journalistes, les scientifiques, etc., etc. Les fake news, elles sont aussi dangereuses du point de vue de la société démocratique. Les fake news, elles divisent l'opinion publique. Les fake news, elles opposent les individus entre eux. Elles isolent aussi certains individus. Elles transforment un opposant en un ennemi.
Et par rapport à cet ennemi, on ne discute plus avec un ennemi. On le combat, on l'agresse, on peut parfois arriver à des actes violents comme c'était le cas avec la prise du Capitole, mais ça a été le cas aussi au Brésil après la défaite de Bolsonaro. Et donc les fake news, elles mettent fin à ce que Hannah Arendt appelait ce monde commun, ce vivre ensemble dans lequel nous évoluons tous. Et alors les fake news, bien sûr, elles mettent à mal les outils de la démocratie. En démocratie, dans une démocratie représentative, on a des élections à intervalles réguliers, elles sont égales, une personne, une voix, et elles doivent être informées. Si on ne sait plus quel est le programme, quel est le parti, quels sont les enjeux, alors le vote n'a plus aucun sens. Et donc ces fake news remettent, oui, effectivement en cause la démocratie au niveau institutionnel, au niveau sociétal et au niveau de ces outils. Merci vraiment à tous les deux parce que c'est un sujet passionnant et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais j'invite du coup nos auditeurs à se plonger dans vos livres. Je pense que c'est des livres qui sont vraiment à mettre entre toutes les mains, mais peut-être encore plus entre les mains des enseignants. Donc je rappelle, il y a donc François Debras, votre livre c'est Fake News, désinformation, un enjeu démocratique, publié donc aux éditions Espace de Liberté, et Marc Romainville, À l'école du doute, apprendre à penser juste en découvrant pourquoi l'on pense faux, publié aux presses universitaires de France. Vraiment, merci à tous les deux et merci de nous avoir suivis. Une belle soirée à tous.